Le soleil de midi écrasait sans pitié la piste poussiéreuse qui traversait l'aride Sertao de la Paraíba lorsque João Batista aperçut, au loin, une silhouette frêle avançant péniblement dans la chaleur suffocante. C'était une jeune femme d'à peine 25 ans, vêtue d'une simple robe de coton noir délavé, tenant contre elle un maigre baluchon contenant visiblement tout ce qui lui restait au monde. Son ventre arrondi trahissait une grossesse bien avancée, ses pieds nus étaient meurtris par les pierres du chemin, et pourtant elle continuait d'avancer, portée par une détermination désespérée qui serra le cœur du vaquero. João tira doucement sur les rênes de son cheval et l'observa quelques instants, cherchant à comprendre comment une femme enceinte avait pu se retrouver seule, à des kilomètres de toute habitation, fuyant manifestement une situation tragique. Homme discret et taciturne, connu dans la région pour son labeur acharné et sa solitude profonde, João vivait retiré depuis la mort de ses parents emportés par le choléra lorsqu'il n'avait que 16 ans. À 35 ans, il n'avait jamais fondé de foyer, non par choix, mais par timidité extrême et par une vie entièrement consacrée à sa petite propriété près de Sousa, où il élevait quelques chèvres et cultivait le maïs et les haricots à la saison des pluies. Sa maison de terre battue, composée de 3 pièces modestes, baignait dans un silence constant, rompu seulement par le vent sifflant entre les cactus et les cris des animaux. Les voisins le respectaient pour son honnêteté, mais s'interrogeaient sur son isolement volontaire et son refus obstiné de toute vie sociale. Descendant de cheval, il s'approcha prudemment de la jeune femme qui s'arrêta et le fixa d'un regard grand ouvert, chargé de détresse mais sans peur. D'une voix rude, davantage par maladresse que par dureté, il lui demanda ce qu'elle faisait seule sur cette route, surtout dans son état. Serrant son baluchon contre sa poitrine, elle répondit d'une voix faible mais résolue qu'elle cherchait simplement un endroit sûr pour donner naissance à son enfant, son mari étant décédé et sa belle famille l'ayant chassée sans ménagement. Ces mots frappèrent João de plein fouet. Autour d'eux, le ciel s'assombrissait, annonçant un orage dangereux, d'autant plus pour une femme enceinte livrée à elle-même. Lorsqu'il lui demanda son nom, elle se présenta comme Maria dos Santos Oliveira, veuve depuis 2 mois, avec un accouchement imminent. Touché par la dignité qui émanait d'elle malgré la fatigue et le désespoir, João lui proposa, non sans hésitation, de l'accueillir chez lui pour qu'elle puisse se reposer. Surpris par ses propres paroles, il la rassura aussitôt lorsqu'elle évoqua son absence de moyens, lui affirmant qu'aucun paiement ni travail ne lui serait demandé. Sur le chemin vers la propriété, Maria raconta son histoire, la voix brisée par l'émotion. Son mariage heureux avec Antonio, petit commerçant de Cajazeiras, leur joie immense à l'annonce de la grossesse, puis le drame brutal de l'accident de charrette qui lui avait tout arraché. Entre 2 sanglots, elle confia que la famille de son mari ne l'avait jamais réellement acceptée, la jugeant indigne, jusqu'à la rejeter au moment où elle avait le plus besoin de soutien. Après la mort d'Antonio, on l'avait accusée de porter malheur et on lui avait annoncé, sans la moindre compassion, qu'elle et son enfant à naître n'hériteraient de rien. 3 jours seulement lui avaient été accordés pour quitter la maison. En l'écoutant raconter cela, João sentit une colère sourde monter en lui, incapable de comprendre comment une famille pouvait faire preuve d'une telle cruauté envers une femme enceinte, au moment où elle était la plus vulnérable. Il murmura, plus pour lui-même que pour elle, que seules des personnes sans cœur pouvaient agir ainsi, ce à quoi Maria répondit avec une résignation mêlée de tristesse et de sagesse, rappelant que beaucoup oublient que tous les êtres humains sont frères devant Dieu. Lorsqu'ils arrivèrent chez João, une petite ferme modeste mais parfaitement entretenue, avec une maison simple et propre, un enclos pour les chèvres, un potager soigné et quelques arbres fruitiers, Maria fut sincèrement impressionnée par l'ordre et le soin visible partout. Touché par ces paroles, João l'aida à descendre du cheval et l'invita à entrer, lui proposant la chambre de ses parents, fraîche et équipée d'un bon lit, préférant pour lui-même dormir dans un hamac au salon. Malgré son hésitation et son désir de ne pas s'imposer, il insista avec fermeté, convaincu qu'une femme enceinte méritait confort et repos. Il prépara ensuite un repas simple mais nourrissant, observant avec émotion la façon dont Maria mangeait avec appétit tout en remerciant chaque geste de bonté. À la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, ils discutèrent longuement. Maria s'intéressa sincèrement à la vie solitaire de João, qui finit par lui confier, avec une honnêteté douloureuse, qu'il n'avait jamais eu de relation amoureuse, par timidité, par manque de modèle et par peur d'être jugé à son âge. Loin de le condamner, Maria accueillit cette confidence avec douceur, le rassurant sur ses intentions pures et sur la bonté évidente de son cœur. Cette première nuit, chacun ressentit une paix inhabituelle. Elle, enfin en sécurité, et lui, réconforté par une présence humaine dans sa maison silencieuse. Les jours suivants, une routine naturelle s'installa. Malgré les recommandations de repos, Maria tenait à aider autant que possible, préparant les repas, organisant la maison et partageant son histoire, son enfance modeste mais aimante, ainsi que ses espoirs pour l'enfant à venir.
Encouragé par cette complicité naissante, Joao parla à son tour de sa vie, de son travail quotidien et de sa solitude. Lorsqu'elle osa lui demander pourquoi il n'avait jamais tenté de se rapprocher d'une femme, il avoua sa peur de mal faire et d'être rejeté pour son manque d'expérience. Avec un sourire plein de bienveillance, Maria lui rappela que l'expérience vient avec la vie et que le caractère compte plus que tout. Peu à peu, leurs journées se remplirent de gestes simples, de repas partagés, de conversations sous les étoiles, tissant entre eux un lien fait de respect, de confiance et d'une humanité profonde qui transformait silencieusement leurs existences. Un soir, alors qu'ils parlaient de la vie simple du Certao, Joao osa poser une question à Maria sur son mari disparu. Elle répondit sans hésiter, mais avec une douce mélancolie, en lui racontant combien son mariage avec Antonio avait été heureux, fait de patience, de rires partagés et de soutien mutuel. Elle lui expliqua que l'amour, c'était avoir quelqu'un avec qui partager les joies comme les peines, quelqu'un qui se souciait de vous autant que vous de lui. Lorsqu'il l'interrogea sur la grossesse, Maria posa ses mains sur son ventre et lui confia que porter la vie était la plus grande des joies. Sentir cet enfant grandir en elle, attendre-le moment de le rencontrer et lui offrir tout son amour lui procurait un bonheur unique. Joao l'écoutait avec fascination, découvrant un univers qui lui était totalement inconnu. Au fil des semaines, une complicité silencieuse s'installa entre eux. Il attendait avec impatience les moments où ils pouvaient discuter, tandis qu'elle remarquait ses attentions discrètes et constantes. Un après-midi, Maria lui avoua combien ses jours passés chez lui avaient apporté paix et sécurité depuis la mort de son mari, et Joao lui confia à son tour combien sa présence avait redonné de la vie à sa maison. Leurs échanges prirent alors une tournure plus intime, jusqu'à ce qu'une violente tempête éclate une nuit, effrayant Maria. Joao entra dans sa chambre pour la rassurer, partageant avec elle des souvenirs d'enfance qui apaisèrent ses peurs. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, Maria admit qu'elle recommençait à ressentir des sentiments qu'elle croyait à jamais enfouis, et Joao reconnut qu'il éprouvait la même chose, malgré ses doutes et ses peurs. Lorsque le tonnerre gronda de nouveau, leurs mains se rejoignirent instinctivement, scellant une vérité qu'ils n'osaient plus nier, ils étaient tombés amoureux. Entre larmes et sourires, ils comprirent que, malgré les conventions et les circonstances, leur cœur avait choisi. Ensemble, ils décidèrent de bâtir une nouvelle vie, lentement, avec patience, respect et amour. Devenir l'époux d'une femme et le père d'un enfant qui n'est pas issu de son sang n'était pas une question qui effrayait Joao. Avec une assurance qui le surprit lui-même, il répondit à Maria qu'il était prêt à apprendre tout ce qu'il faudrait pour les rendre heureuses toutes les deux. La demande en mariage eut lieu naturellement 2 semaines plus tard, au crépuscule, sur la véranda de la maison, lorsqu'il s'agenouilla simplement et lui demanda si elle accepterait de l'épouser et de lui apprendre à devenir l'homme qu'elle méritait. Son oui, chargé d'émotion, fut scellé par le tout premier baiser de Joao, un instant doux et inoubliable qui marqua le début officiel de leur vie amoureuse. Ils se marièrent lors d'une cérémonie modeste dans l'église du village voisin, entourés de quelques habitants à la fois surpris et heureux de cette union inattendue. Maria portait une robe simple mais élégante qu'elle avait cousue elle-même, tandis que Joao avait revêtu ses plus beaux vêtements, les cheveux soigneusement coupés et le visage illuminé par l'émotion. 3 semaines après le mariage, en pleine nuit pluvieuse, Maria entra en travail. Malgré son anxiété, Joao alla chercher la sage-femme la plus expérimentée de la région et prêta main forte autant qu'il le put. Lorsque le premier cri du bébé retentit, une petite fille en parfaite santé, il ressentit une émotion impossible à décrire. Maria, épuisée mais rayonnante, lui demanda s'il voulait la prendre dans ses bras. Hésitant, il avoua ne pas savoir comment faire, ce à quoi elle répondit en souriant que l'on apprend en essayant. Dès l'instant où il serra l'enfant contre lui, Joao sut qu'elle était sa fille, dans tous les sens qui comptent vraiment. Ils la nommèrent Espérance, car elle incarnait la lumière nouvelle que Dieu avait apportée à leur vie. Les années suivantes furent les plus heureuses pour Joao. Maria se révéla être non seulement une épouse aimante, mais aussi une véritable partenaire, lui apprenant avec patience les fondements de la vie conjugale, du dialogue et de la famille. Espérance grandit forte et protégée, toujours aimée comme une fille à part entière, sans jamais connaître la vérité sur ses origines biologiques. 2 autres enfants vinrent compléter leur foyer, Joao Junior et Rosa, formant une famille que Joao n'aurait jamais imaginée lorsqu'il était encore un vaquero solitaire de 35 ans. La petite ferme prospéra grâce à leur gestion commune et ils devinrent connus dans la région pour leur générosité, accueillant les voyageurs et soutenant les voisins dans le besoin. Un soir, bien des années plus tard, Maria confia à Joao que ce qui l'impressionnait le plus dans leur histoire était la manière dont Dieu avait transformé son moment de désespoir en chemin vers l'homme le plus bon et attentionné qu'elle ait connu.
Joao lui répondit en souriant que sa propre solitude l'avait préparé à recevoir la plus belle famille qu'un homme puisse espérer. Des décennies plus tard, devenus grands-parents fiers d'une famille soudée, ils racontaient souvent à leurs petits-enfants comment tout avait commencé. Elle, enceinte et perdue, lui, sincère sur son manque d'expérience et l'amour né de cette honnêteté partagée. Les enfants s'étonnaient d'apprendre que leur grand-père n'avait jamais aimé avant leur grand-mère, et Joao expliquait sans gêne que Maria lui avait tout appris sur l'amour, la patience et la famille. Il ajoutait que l'essentiel n'est pas le moment où l'amour arrive, mais d'être prêt à l'accueillir. Leur histoire devint une légende familiale et régionale, rappelant que le véritable miracle n'était pas seulement leur rencontre, mais la transformation profonde que l'amour avait opérée en eux, prouvant que les liens du cœur peuvent être plus forts que ceux du sang. Avec le temps, Espérance devint une jeune femme sensible et déterminée, portant en elle les valeurs de solidarité et de bienveillance que Joao et Maria lui avaient transmises sans jamais les nommer. Elle choisit très tôt de se consacrer aux autres, travaillant d'abord comme institutrice dans le village, puis s'engageant auprès des familles les plus modestes de la région. Joao l'observait souvent avec fierté, reconnaissant dans chacun de ses gestes la preuve silencieuse que l'amour donné sans condition porte toujours ses fruits. Le secret de sa naissance resta enfoui, non par peur, mais parce qu'il n'avait jamais été nécessaire pour définir qui elle était. Lorsque Maria tomba malade à un âge avancé, ce fut Espérance qui veilla jour et nuit à son chevet, tenant sa main avec la même tendresse que celle reçue autrefois. Avant de s'éteindre paisiblement, Maria murmura que la plus grande richesse de sa vie n'avait jamais été la sécurité retrouvée, mais l'amour sincère qu'elle avait partagé. Après son départ, Joao continua de vivre entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, trouvant dans leur rire un réconfort profond. Et lorsque, bien plus tard, il rejoignit Maria à son tour, la maison resta pleine de souvenirs et d'histoires, rappelant à chacun que l'amour vrai ne disparaît jamais. Il se transmet, il grandit et il survit au temps. Après la disparition de Joao, la maison de terre battue ne resta jamais vide. Les rires d'enfants continuaient d'y résonner, portés par la mémoire vivante de ceux qui y avaient grandi. Espérance, désormais pilier de la famille, prit naturellement le rôle de gardienne de cette histoire. Elle refusa toujours de vendre la ferme, malgré les propositions venues de la ville. Pour elle, cet endroit n'était pas une simple propriété, mais un sanctuaire façonné par l'amour, le courage et la foi silencieuse de ses parents. Chaque année, à la saison des pluies, la famille se réunissait sous le grand manguier que Joao avait planté peu après la naissance d'Espérance. Là, autour d'un repas partagé, elle racontait aux plus jeunes les valeurs qui avaient guidé leurs grands-parents. Accueillir sans juger, aimer sans condition, donner sans attendre en retour. Elle ne parlait jamais de sang ou d'héritage biologique, mais d'engagement, de choix et de responsabilité du cœur. Avec le temps, la ferme devint un lieu d'accueil reconnu. Des femmes en difficulté, des voyageurs sans ressources, des enfants privés d'école y trouvaient refuge, conseil et soutien. Espérance avait transformé l'ancienne grange en salle d'apprentissage, où elle enseignait à lire, à écrire et surtout à croire en soi. Les habitants du Certao disaient souvent que cette terre portait une bénédiction particulière, comme si chaque geste de bonté y prenait racine plus profondément qu'ailleurs. Un jour, une jeune femme enceinte arriva à son tour sur la piste poussiéreuse, épuisée et tremblante, tenant un baluchon semblable à celui que Maria avait porté autrefois. Sans poser de questions inutiles, Espérance l'accueillit, lui offrant de l'eau, un repas chaud et un lit. En la regardant s'endormir enfin en sécurité, elle ressentit une émotion intense, comme un écho du passé. Elle comprit alors que l'histoire de ses parents ne s'était jamais vraiment achevée. Elle continuait à vivre à travers chaque acte de compassion. Les années passèrent, et la ferme resta un phare discret dans l'immensité du Certao. Ceux qui y passaient repartaient transformés, porteurs d'une force nouvelle, parfois sans même comprendre pourquoi. La légende de Joao et Maria ne se racontait plus seulement comme une belle histoire d'amour, mais comme une preuve que la bonté peut changer des destinées entières. Et ainsi, bien après leur départ, l'amour né un jour sur une route brûlante de Paraiba continuait de circuler, invisible mais puissant, rappelant à chacun que les liens les plus solides ne sont pas toujours ceux du sang, mais ceux que l'on choisit de tisser avec le cœur. Minhas coisas pra cá e aí Uma boa. Uma boa. eu vou lá Mas. com ela. Opa, Oi. oi, Nobel. Oiê! Oiê. Ah, eu recomendaria vocês trazerem as coisas de vocês o mais rápido possível, porque ontem o Meyer passou aqui e soltou um pouco do gás. E aparentemente as nanocápsulas, elas fixam no corpo, porque eu e a Amora, a gente entrou aqui no domo e a gente continuou tomando do gás. Mesmo a gente não estando mais no gás. Putz grila.
Puta Então, merda, a tá. gente até tava fazendo um negócio de descontaminação, onde a gente quer colocar o TP para todo mundo que entrar no bunker ser obrigado a passar pelo chuveiro de descontaminação Uhum. e aí Uhum, entrar no boa. bunker. A gente só não sabe exatamente quais líquidos a gente vai colocar no chuveiro de descontaminação, porque só água não vai soltar. Uhum. O que naquele livro dizia que... Não que tancava, mas que fazia perder o efeito? Fontes puras de Rubrânia afastavam o Uhum. composto da cápsula, sei lá. A gente pode colocar pedrona de Rubrânia, talvez, logo que as pessoas entram, assim, pra, sei lá, todo mundo se esfrega na pedra de Rubrânia quando entra, sabe? Esfrega as costas, não sei, talvez ajude. Ou faz um chuveiro, tipo, com ela no meio, tá ligado? Aí a água passa por ela, aí a água que cai em nós, Isso é uma sabe? boa. Isso é uma boa. Uma vibe, Só- uma sauna, assim, com vapor de Rubrânia. Eu só queria muito que desse pra usar o rubi tanto na árvore quanto no chuveiro. Ai, Mas. verdade, né? Um só. Ou talvez a árvore, não sei. A árvore é uma forma pura de Rubrânia. Eu só não sei o quão forte ela seria pra isso. Mas talvez tomar banho perto da árvore fosse uma boa também. A gente passa água pelos frutos dela. Uhum. E aí a gente tem que fazer, tipo,